Est-ce que tu viens d'une famille riche, millionnaire? J'aurais aimé ça vous dire oui, mais malheureusement non. Bangladesh, je suis Bangladais de base. Parfait. Puis, tu sais quoi, ça m'amène à ma prochaine question. Quelle était ta vision du succès et en quoi elle était naïve back then? Quand j'ai commencé l'immobilier, je pensais pas faire ces chiffres-là. Puis pour moi, le succès, c'est de dire je suis capable de gâter ma famille. Moi, mon succès, ça a toujours été ma famille. Ma famille est proche de moi. Mes parents, ils vieillissent et tout. Puis j'ai envie de leur redonner. Puis depuis que j'ai commencé l'immobilier, un de mes objectifs, c'était de dire je vais faire assez d'argent pour les amener en voyage, toute ma famille. Puis, si c'est pas trop indiscret, combien de commissions t'as faites l'année passée? Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Aujourd'hui, on ne va pas parler de motivation ou d'inspiration. On va parler d'exécution et de discipline, surtout de qu'est-ce que ça prend pour devenir un top producer, autant dans le courtage immobilier que dans tous les domaines. Que tu sois courtier immobilier, spécialiste hypothécaire, courtier hypothécaire, conseiller financier, courtier d'assurance, que tu sois un entrepreneur dans n'importe quelle sphère, dans n'importe quel domaine, cet épisode est pour toi. Mon invité, Jamil Demers, fait entre 1,5 million par année. Pas par chance, pas par magie, mais par structure, constance et par des décisions difficiles. Risque de te choquer et c'est exactement le but. Alors sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Jamil, un gros merci d'être venu. C'est un honneur de te recevoir. Merci de l'invitation. En plus, c'est drôle parce que je reçois pas beaucoup de brokers. Je peux les compter, je pense, sur une main les courtiers que j'ai reçus. Mais toi, tu étais une bébite rare que je voulais avoir. Parce que déjà, même avant même de t'avoir sur mon podcast, sincèrement, moi, je voulais juste me rapprocher de toi. Je te voyais aller, je te voyais monter sur le podium. Je voyais tes accomplissements, puis j'étais comme, OK, mais c'est qui cette personne-là qui explose à un autre niveau? Merci. Nice. Puis, juste pour mettre les gens en backstory, peux-tu... Puis, non, juste avant aussi, pour ceux qui n'ont pas encore vu le vlog que j'ai fait, où est-ce que tu nous partages justement, tu nous as donné l'honneur d'aller chez toi, de faire le tour de ton lifestyle. Cliquez sur le lien en haut de cette vidéo-là. Mais dans cette vidéo-ci présente, on va rentrer sur, justement, ton track record, tes accomplissements, mais aussi, surtout, sur ton mindset, puis qu'est-ce qui te permet de performer à ton niveau. Ça me fait plaisir de partager mon expérience. Mais là, juste rapidement, Jamil Demers, c'est de où ça vient? Parce que il me semble, Demers, ça ne fit pas avec... Ça ne fit pas avec ma couleur. En fait, tu as raison. Je suis adopté. Donc, je suis né au Bangladesh. Je suis Bangladais de base. Adopté par une famille québécoise. La meilleure famille ever au monde. On dit tous ça, mais je vous le dis. J'ai un autre frère aussi qui est adopté. Il est sud-coréen. Donc, mes parents, ma mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a adopté d'abord mon frère, qui est actuellement il est médecin. C'est l'homme parfait, on va dire. Marié, 4 enfants, sa femme est pharmacienne. Et ils ont adopté moi après. J'ai été adopté tard parce que d'habitude, au Québec, on adopte entre l'âge de 0 à 4 ans. Moi, j'ai été adopté à l'âge de 8 ans. Donc, j'ai été adopté par une famille québécoise. Puis, j'ai grandi à Montréal, dans le quartier Rosemont. Puis, voilà. Est-ce que tu viens d'une famille riche, millionnaire? J'aurais aimé ça vous dire oui, mais malheureusement, non. Je viens d'une famille ouvrière classique. Dans le temps, c'était une famille moyenne. Moyenne veut dire... Classe moyenne. Oui, classe moyenne. Ils travaillaient, mes parents. Nos vacances, on louait un chalet l'été, puis c'était ça, les vacances. On voyageait pas parce que c'était un petit peu trop cher. Mon père était col bleu à l'aéroport, donc il travaillait à l'aéroport comme technicien. Puis ma mère était professeure à l'Université de Montréal. Donc, c'est des jobs bien, mais on n'était pas riches, là. Parfait. Puis, rapidement, justement, maintenant, tu as quel âge? Tu faisais quoi avant? Puis, en combien de temps tu as... justement, tu as quel âge? Puis, tu faisais quoi avant de commencer dans le courtage? Est-ce que je dis l'âge, mon vrai âge, ou je dis l'âge africain? J'ai 40 ans. J'ai 40 ans. J'aurais aimé ça rester dans la trentaine, mais là, malheureusement, on est 26, j'ai 40 ans. Tu faisais quoi avant le courtage? C'est mon troisième métier. Mon premier métier, j'étais un joueur de soccer professionnel. Nice! Donc, j'ai joué dans la Ligue canadienne dans l'époque. J'avais 16 ans. J'ai commencé à 16 ans.
Ça s'appelait Dynamite de Laval. On jouait contre l'Impact de Montréal, qui maintenant s'appelle CF. On jouait contre des équipes de Toronto, d'Ontario. Il y avait des équipes d'Edmonton. C'est une ligue semi-pro, je vous dirais, parce qu'on était payé pas tant que ça. C'était surtout parce qu'on aimait le soccer. Après ça, à mes 22 ans, je suis parti dans l'hôtellerie. Donc, j'étais concierge d'hôtel Clé d'Or. Donc, je servais les clients dans les lobbies d'hôtel. Donc, que ce soit des demandes de fleurs, demandes de restaurants, limousines, billets de spectacle. C'est moi qui gérais ça. Donc, c'est ça un concierge d'hôtel. C'est un hôtel 5 étoiles dans le Vieux-Montréal, l'Intercontinental. J'ai fait ça pendant 13 ans. Nice. Puis depuis à peu près 2017, j'ai eu ma licence. 2018, temps plein dans l'immobilier. Et donc voilà, ça c'est mon parcours. Question rapide, c'est quoi qui t'a amené vers le courtage immobilier? Pourquoi tu n'es pas allé dans d'autres types de business? On me demande souvent ça, puis c'est vraiment la réponse, c'est mon meilleur ami Ayman, qui est maintenant courtier immobilier, mais dans l'époque, il était banquier chez National. OK. Puis il faisait des hypothèques. Puis il me dit, Jamil, tu devrais devenir agent d'immeuble. Il l'appelait agent d'immeuble dans le temps. J'ai dit, bah, les agents d'immeuble, c'est pour les vieux, c'est des papis et tout. Il m'a dit, non, écoute, $1 million listing. Le soir, j'ai écouté $1 million listing. Puis le lendemain, j'étais inscrit au Collège de l'immobilier pour aller chercher ma licence de courtier. Nice. OK. Puis donc, j'ai fait l'école pendant que je travaillais à l'hôtel. Donc, j'étais temps plein à l'école le matin, de 8h à 2h. Et à 3h, j'ai commencé mon shift à l'hôtel de 3h à minuit. J'ai fait ça pendant 6 mois pour avoir ma licence. Puis, si c'est pas trop indiscret, combien de commissions t'as faites l'année passée? En termes de chiffres, qu'est-ce que tu es à l'aise de parler? C'est à peu près entre 1 million et 1,5 million que j'ai fait de commissions l'année passée. Tabarouette. T'as commencé le courtage en quelle année? 2018, temps plein. Je me rappelle très bien, j'ai laissé l'hôtel en octobre 2018 et je me disais je partais dans l'immobilier à temps plein. Si l'histoire de mon invité vous inspire, que vous aimeriez vous lancer dans l'immobilier, ou que vous êtes à un niveau où est-ce que vous êtes en train de stagner, ou que vous aimeriez trouver la solution pour vous permettre d'utiliser le véhicule de l'immobilier pour vous enrichir et grossir votre richesse, votre patrimoine, vous bâtir un parc immobilier pour vous garantir une belle retraite ou pour sécuriser financièrement votre famille en cas de pépin, c'est simple. Cliquez le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse tout simplement rentrer en communication, avoir une conversation et que je puisse vous apporter des solutions pour que vous puissiez finalement passer à l'action. Parfait. Dis-moi, j'ai une question pour toi, Crunchy. Ouais. Quand tu dis justement, tu as fait entre 1 à 1,5 million dans le courtage immobilier en tant qu'entrepreneur, solo-entrepreneur, qu'est-ce que les gens comprennent mal quand ils entendent ça? Ils pensent que c'est l'argent 100% dans mes poches, mais ils ne réalisent pas que j'ai une adjointe à payer, j'ai un bureau à payer, j'ai des frais Remax qui ne sont pas donnés à payer, j'ai l'impôt à payer, j'ai les publicités l'affichage que je fais au centre-ville à payer. Donc, le 1 million ou le 1,5 million, à la fin, il reste la moitié. Puis ça, c'est sans compter aussi que tu dois gâter tes clientes, le marketing, etc. Là. Bon point. Moi, je suis un courtier que je redonne beaucoup à mes clients. Exemple, à chaque transaction immobilière pendant l'automne, hiver, printemps, je leur offre une paire de billets de hockey. Moi, j'ai une billet de saison. Donc, à chaque fois qu'un client immobilier a fait une transaction immobilière avec moi, l'automne, hiver, printemps, paire de billets. L'été, une paire de billets chez au CF Montréal. OK. Donc, je les garde pas mal. En plus, je leur offre une bouteille de champagne au notaire. Et certains clients investisseurs que je vois souvent, on va prendre des soupers ensemble que je les invite aussi. Nice. Mais j'aime. Et puis, tu sais quoi, je m'attendais aucunement à ce que tu allais dire cette réponse-là. Puis c'est tellement vrai. Parce que aussi, je veux que les gens qui nous écoutent comprennent que oui, tu es courtier immobilier, je suis courtier immobilier, les deux. On parle du domaine du courtage immobilier, mais la réalité, c'est que ça s'adresse à tout type d'entrepreneurs et de solo-entrepreneurs. Parce que quand que tu sois représentant, courtier hypothécaire, conseiller financier, etc., ça va être un petit peu la même réalité. Puis la réalité, c'est que oui, on a tout le temps un gros objectif. On veut faire des multimillions de dollars. Mais la réalité, c'est bien beau d'atteindre ce chiffre-là, mais la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, à la fin de l'année, c'est pas nécessairement qu'est-ce qui va te rester dans tes poches. Je pense, puis je le vis actuellement, plus je dépense, plus l'argent revient. Puis ça, c'est un conseil que je donnerais aux nouveaux courtiers et aux courtiers actuels, de dépenser un petit peu sur des clients parce que les clients le voient. Ils ne vont pas rien dire, mais ils le remarquent. J'ai un de mes clients, je l'ai invité à souper après une belle transaction.
Puis suite au souper, pendant le souper, il m'a dit, Jamil, merci beaucoup pour l'invitation. En passant, j'aimerais que tu vendes la maison de ma fille et mon gendre. C'est une autre transaction. Puis si tu n'avais pas pris le temps avec lui, tu n'aurais jamais su ça. Là. Exactement. Si tu étais juste... Puis ça, je t'arrête sur ce point-là aussi. Si tu étais juste axé aussi, juste sur la transaction, puis qu'est-ce qui va dans tes poches, il l'aurait ressenti, puis je pense qu'il t'aurait pas donné cette business-là. Absolument. Puis un autre exemple, Chris, à chaque année, je prends une loge au Centre Bell vers le décembre-novembre, puis j'invite mes 12 meilleurs clients, surtout des investisseurs, parce que c'est avec ceux que je fais du repeat business. Je les invite à passer une belle soirée aux Canadiens. Alcool, nourriture fournie par moi, puis on fait du réseautage. Puis cette année, c'était ma meilleure année. Je les ai invités. J'ai à peu près une 14 personnes qui ont débarqué. Et ils m'ont partagé pour environ 40 millions en transactions qui s'en viennent avec eux. Wow! Fais le calcul, 40 millions, comme ils sont moyennes de 2%, ça paye la loge. Parfait. Puis, tu sais quoi, ça m'amène à ma prochaine question. Avant d'atteindre ce niveau-là, quelle était ta vision du succès et en quoi elle était naïf back then? Quand j'ai commencé l'immobilier, je ne pensais pas faire ces chiffres-là. Puis pour moi, le succès, c'est de dire, je suis capable de gâter ma famille. Moi, mon succès, ça a toujours été ma famille. Ma famille est proche de moi. Mes parents, ils vieillissent et tout. Puis j'ai envie de leur redonner. Puis, depuis que j'ai commencé l'immobilier, un de mes objectifs, c'était de dire, je vais faire assez d'argent pour les amener en voyage, toute ma famille. Puis ça fait à peu près 5 ans maintenant qu'à chaque année, on part un 10 jours, 9 personnes, parce que mon frère a 4 enfants. Donc, eux, ils sont 6, ma mère, mon père. Puis vous savez quoi? C'est moi qui les invite tous. Nice. C'est ça mon succès pour moi, c'est de pouvoir gâter mes parents. C'est pas une question d'argent, c'est une question de partager un moment ensemble. Puis c'est des souvenirs qu'on garde. Mes neveux, nièces, ils grandissent. Puis à chaque année, ils disent, Oncle Jamil, c'est quand on part en voyage, on veut passer du temps avec toi. Donc, ça, c'est mon succès pour moi. J'adore que tu dis ça parce qu'il y a un de mes coachs qui m'a dit une phrase une fois, puis ça m'a toujours resté dans la tête, c'est que les gens vont jamais se rappeler de qu'est-ce que tu leur as dit, mais ils vont toujours se rappeler de comment tu les as fait se sentir. Puis, puis aussi, une autre chose qu'un de mes clients m'a dit une fois, puis il m'a dit, Chris, tu sais, tu as des enfants, mais tes enfants, là, mettons, quand ils vont être plus vieux, ils vont jamais se rappeler de qu'est-ce qu'ils ont eu comme cadeau de fête ou de Noël, mais ils vont se rappeler des moments qu'ils ont passés avec toi. C'est des moments. Puis je pense que, tu sais, oui, j'aime, si vous me suivez sur Instagram, puis suivez-moi, on voit le luxe. J'aime le luxe pour moi. Je me gâte parce que j'ai personne, donc célibataire en passant. Yes, pour les chères mesdames. Donc, je me gâte, je me fais plaisir. Puis je pense que c'est important de se gâter un peu. Absolument. Mais j'oublie pas les gens que j'aime. Puis j'aime ça. Moi, je suis une personne généreuse de nature, donc je travaille fort. Puis j'aime ça gâter les gens. Puis ça fait des souvenirs. Puis les souvenirs, là, ça gravé à tout jamais. Exactement. Mais tu dirais quoi? C'est quoi le contraste si tu regardes en arrière quand tu as commencé ou quand tu faisais pas autant d'argent? Ouais. C'était quoi le contraste du mindset que tu avais, mais il y a eu le shift et le mindset que tu as aujourd'hui? Quand j'ai commencé, je vous dirais, j'avais moins d'expérience dans l'immobilier. J'avais pas de mentor. Je pense que si j'avais à refaire, je prendrais un mentor. J'ai fait beaucoup d'essais-erreurs. Puis j'ai appris une chose quand j'ai commencé l'immobilier, c'est hustle. Le mot hustle veut dire travail 7 jours sur 7, pas de vacances. Mes 3 premières années, pas de vacances. T'avais quel âge? J'avais 30... J'ai commencé l'immobilier à 33 ans, environ. Pas marié, pas d'enfant? Ouais, malheureusement. Le couteau entre les dents? C'est ça. Donc, j'ai appris que pour réussir dans n'importe quoi, dans n'importe quel business, il faut mettre les heures. Des fois, c'est difficile, mais moi, je me suis dit 2 ans, mais finalement, j'ai fait 3 ans. 3 ans, 7 jours sur 7, je suis disponible pour mes clients. Pas de vacances. Les week-ends, je travaillais, les visites. Puis regarde, maintenant, ça porte fruit. Je remarque que la nouvelle génération, malheureusement, veut prendre trop de day off, puis des dimanches, ne veulent pas travailler, malheureusement, sans effort, sans persévérance, et sans discipline, puis sans des sacrifices. Parce que peut-être pas prendre de vacances, pas aller au barbecue de l'été, pas aller à des spectacles parce que tu dois travailler, tu dois faire une offre d'achat, tu dois faire des visites le soir avec des clients, le week-end. C'est des sacrifices qu'on fait, mais il faut les faire. Dans n'importe quel business, je pense. J'aime que tu apportes ça parce que souvent, les gens, ils voient justement $1 million listing, selling sunset. Ils voient le
comment je pourrais dire, la grosse vie, mais la réalité, c'est parce qu'il y a des heures derrière, là. Des heures. Il y a des soupers. Puis, tu sais, j'adore que tu marques ce point-là parce que quand j'ai commencé aussi, j'avais ma cousine, puis son conjoint, justement, c'était Audrey avec Francis Lavoie. Puis, il me le disait, là, « Hey, Chris, on a manqué des soupers où on arrivait dans des soupers d'anniversaire en retard parce qu'il fallait on était sur le terrain, on était en train de faire une visite, on était en train de rédiger une offre d'achat. Puis la réalité, c'est que on voit la grosse vie, mais la réalité, c'est plate parce que ça te prend un coup là, de fudge. Tu arrives en retard, tu manques des soupers, tu manques des anniversaires de tes proches, tu manques des occasions spéciales. Ouais. Mais c'est la réalité quand même. Mais c'est les sacrifices qu'il faut faire au début d'une carrière. Absolument. Puis par la suite, avec l'expérience, puis la business qui est plus stable, puis une structure installée, tu peux commencer à penser à toi et prendre du temps. Question pour toi. Parce que là, OK, je te vois aller, là, tu as l'air la vedette superstar. Tout le monde veut être comme Jamil, comme courtier immobilier. Mais quand tu as commencé, là, t'avais-tu genre un gros coussin financier ou t'étais-tu endetté? C'était un petit peu quoi ta réalité financière quand tu as commencé? C'était précaire, je vous dirais, pas dans le sens que j'avais pas de sous, puis si j'avais à refaire, je mettrais un coussin. Puis je vous le recommande aux nouveaux courtiers, commencez à avoir un petit coussin parce que les frais arrivent vite, comme tu le sais. Puis nos commissions, on n'est pas payé une fois que la transaction est complétée. Des fois, ça prend 2-3 mois avant d'avoir une commission. Tout à fait. La première année a été quand même relativement bien pour moi parce que j'avais un réseau, puis j'avais préparé le terrain. Mais c'était pas facile parce que j'ai mal géré mon argent. Donc, l'impôt m'a couru pendant 2 ans par la suite parce que j'ai pas payé assez d'impôts. J'apprécie ta transparence. Ouais, j'avais pas payé assez d'impôts. Puis finalement, parce que j'avais pas mis de côté de l'argent parce que je pensais que la commission qu'on reçoit, c'est tout à nous. Mais non, c'est pas nous. Il y a l'impôt à payer, il faut le garder de côté. Il y a le TPS TVQ à payer, qu'il faut garder de côté. Il y a les frais de Remax qui enlèvent. Puis la première année a été dure, c'était un apprentissage, mais c'est à le refaire. Avoir un coussin, puis avoir un mentor qui te dit fais attention avec ton argent parce que, sur exemple, un 10 000 qu'on reçoit, on a seulement accès à peu près à 30 % pour nous. Absolument, parce que effectivement, ça, c'est un de mes collègues qui me l'a dit quelques années plus tard que j'ai réalisé. C'est que sur une commission qu'on fait, 33 % va pour l'impôt, 33 % va pour les dépenses, puis 33 % c'est qu'est-ce qui nous reste dans nos poches. Exactement. Puis ça, on ne le réalise pas. Puis ça, c'est sans compter les dettes de carte de crédit, les remboursements de ci, les obligations qu'on a de voiture, de ci, de ça. Fait que dans le 33 % là, si tu as trop de dépenses, il te reste rien. Puis la première année, l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne gardais pas 33 %, je gardais 100 %. Puis quand les factures arrivaient, je dis ouf, OK. Puis donc, je courais derrière, mais j'ai appris grâce à ça. That's it. Puis, tu dirais, c'est quoi le transfert de skills? Parce que justement, tu dis que tu as été concierge. Est-ce que tu pourrais dire que ça t'a... C'est sûr que d'une certaine manière, tu as dû apporter soit des skills, des connaissances, des habiletés que tu as transférées de ça, que tu as amené vers l'immobilier, puis c'est quoi? Bonne question, puis tu as raison là-dessus. Le soccer m'a amené le fait que je suis un compétitif. OK. Donc, pour mes clients, je vais toujours me battre de gagner. Des fois, je ne suis pas super gentil avec des courtiers parce que je me bats pour mes clients. Tu as l'intérêt de tes clients à J'ai cœur. l'intérêt des clients, puis des fois, je m'emporte, mais j'ai appris. Deuxième skill, je pense, c'est la conciergerie. Ça m'a appris à être structuré, à répondre aux courriels rapidement, à être poli, à parler à différentes personnes de différentes manières. La conciergerie m'a aussi appris à faire comprendre que le service à la clientèle est très important. Plus tu donnes un bon service, plus les clients reviennent, plus ils te recommandent. Donc, j'ai amené tout ça dans l'immobilier. Donc, je reste compétitif pour être performant, comme vous le savez. Et je suis structuré. Puis, mon modèle d'affaires à moi, c'est d'être proche de mes clients. J'ai envie de me gérer de A à Z leurs transactions. Ils me donnent les clés de la maison à vendre. Je m'occupe de tout. Quand je dis tout, on envoie une équipe de ménage avant les photos. On envoie l'équipe des photos et de drones et de marketing. Par la suite, je fais les visites. Après ça, on les aide avec le déménagement, les assurances, si on a besoin d'un plombier. Mais ça, c'est grâce à la conciergerie que j'ai appris à offrir le service. Nice. J'attends pas qu'ils me le demandent. Je l'offre avant. Nice. J'adore. Question pour toi aussi. Est-ce que ton succès est venu d'un gros coup ou d'une accumulation de décisions plates mais constantes? Je dirais décision plate et constante parce que plus j'avais du succès, plus les gens venaient, mais c'est venu graduellement. Tu sais, à ma première année, jamais on ne le connaissait pas. C'est quoi ton chiffre ta première année? C'était moi, j'ai fait 32 000 ma première année, là, du gros n'importe quoi. J'ai quand même fait une bonne année. J'ai fait ma première année de temps plein. Donc, quand j'ai lâché l'hôtellerie en octobre 2018, disons l'année 2019, j'ai fait 250 000 à ma première année temps plein. OK. Quand même. OK, t'as pas chômé, toi. Ouais, j'ai pas chômé. À ma deuxième année, j'ai doublé.
À ma troisième année, presque doublé. Donc, à chaque année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires jusqu'à temps que j'atteigne un niveau où, là, actuellement, je pense que j'ai trouvé un niveau constant. C'était quoi la flamme en dedans de toi, le mindset que tu avais, le couteau entre les dents? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des superstars comme toi qu'ils ont une montée fulgurante, mais constante? Je dirais, versus, admettons, des courtiers plus standards. Je dirais, quand j'ai assisté à un gala Remax, puis j'ai vu le top 100 et le top 10, je me suis dit, je veux être dans ce groupe-là. Et j'ai travaillé toute ma vie pour être dans ce groupe-là de top 100 au Québec avec Remax. C'est un objectif personnel. Je pense que ça vient du soccer, la compétition. Et le top 10, ben, c'est un objectif personnel à moi de vouloir toujours être dans le top 10 au Québec. Nice. Parce que je pense qu'il faut mettre des objectifs dans la vie, réalistes, mais aussi difficiles pour essayer de les atteindre. Puis je vais être totalement transparent avec toi. Puis tu le sais, je te l'avais dit quand je t'ai appelé pour te proposer de venir au podcast. Tu le sais comme moi, il y a des gens qui vont dire « Ah ben, c'est parce que c'est les Arabes qui sont des top producers ou c'est des Québécois. » Pourquoi je voulais que tu viennes? Parce que moi, je trouve que tu es pas le mouton noir, mais tu challenges le statu quo de qu'est-ce que les gens ils ont dans leur tête de ben le succès, c'est seulement un certain groupe de personnes ou une certaine démographie. Toi, tu es l'opposé. Encore une fois, est-ce que tu trouves que tu as utilisé... Ben, c'est sûr que... Comment tu as mis ça à ton avantage? Je pense que c'est au niveau du service. Grâce à la conciergerie, tu as raison. Je suis brun. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. Des fois, ils ont du recul en disant « OK, un brun, pas sûr. » 2, Jamil Demers, donc ils sont curieux. Mais je pense que je casse cette ligne-là, cette barrière-là, quand on prend un café. Moi, avant de commencer le travail avec un client, je m'assois toujours avec eux pour comprendre un peu... En personne, là, pas en Zoom, non, toujours. Pas au téléphone. Toujours, je vais les rencontrer. Okay. Pour ça, on va souvent sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, que je prends beaucoup de café, c'est parce que je les rencontre beaucoup, mes clients sont dans les cafés. Okay. Je pense que c'est une bonne façon de casser la glace. Puis quand on casse la glace, c'est là qu'ils se sentent à l'aise avec moi en disant, tu sais quoi, tu es là pour nos intérêts, let's go. Puis ils ne voient plus le Jamil qui est brun, noir, rouge, jaune. Ils voient Jamil qui a leurs intérêts à cœur. That's it. J'adore. Les gens voient le chiffre, les gens voient le gros chiffre, on s'entend là. On s'entend que tu es un courtier à succès. Mais qu'est-ce qu'ils ne voient pas derrière cette croissance rapide? C'est quoi que les gens ne voient pas derrière? Beaucoup de, je vous dirais, un petit problème de santé que je traite actuellement. Donc, j'ai des problèmes de reins. Je t'en ai parlé aussi en privé, mais là, je peux en parler. Je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de monde dans ma situation. Je fais de la dialyse. Donc, je suis en attente de greffe de rein. Donc, une journée sur 2, je suis branché dans une machine pour nettoyer mon système. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça me fatigue beaucoup. Donc, les gens ne voient pas ça derrière les réseaux sociaux parce qu'ils disent « Ah, Jamil, il est partout, il a de l'énergie. » Mais des fois, Jamil doit rentrer le soir à 9 h pour se brancher parce que j'ai la chance de faire la dialyse à la maison. Mais ça fait 3 ans que je fais la dialyse, Chris. Les 2 premières années, j'allais à une clinique. Donc, lundi, mercredi, vendredi, de 7 h le matin à 2 h l'après-midi. Puis tu as commencé à quelle année? En 2022, la dialyse. Crime, OK. Ouais. C'est arrivé comme ça. C'est une maladie héréditaire, malheureusement. Puis ça, c'était dans tes années où est-ce que tu doublais là, ton chiffre d'affaires? En plus! Puis en 2022, j'avais fait des très bonnes années. Puis en fait, ma meilleure année, ça a été l'année 2024. Puis j'étais en dialyse. Puis l'année 2024, tu sais, 2023-2024, c'était pas évident. Là. Ils ont augmenté les taux d'intérêt, le marché avait ralenti. Donc, je travaillais autant fort. Branché à une machine. Branché le matin. Le médecin me disait, allez, va te reposer l'après-midi, mais moi, j'allais en inspection ou en visite. Je me rappelle une fois, je suis sorti de ma dialyse à 2 h. J'avais une inspection à 3 h près de mon centre de dialyse. Et là, j'allais tomber dans les pompes parce que j'étais en basse pression. Mon corps subissait. Puis là, je me suis acheté dans les marches d'escalier, puis j'étais en sueur. Puis mon client me dit, ça va? Je dis, oui, il fait juste chaud dehors. Je lui avais pas dit que j'étais en venue de dialyse. Wow. Puis j'ai résisté, puis la transition s'est passée, il n'a rien su. Donc, c'était pas facile. Les gens ne voient pas ce côté-là. Je ne le mets pas sur les réseaux sociaux. Mais chacun a ses challenges dans la vie, que ce soit d'autres maladies, des séparations, tout ça. Mais je pense que si tu as des objectifs, tu as des gens que tu aimes et tu es discipliné, tu peux s'en sortir. Regardez, je fais la dialyse.
J'étais aussi à surpoids. Ça fait 2 ans que je me suis repris en main pour retrouver le corps que quand je jouais au soccer. Même toi, quand je t'ai dit que je jouais au soccer, tu n'as pas cru. Ben non, je savais même pas. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est quoi qui... Comment que la dialyse, le surplus de poids, ça ne t'a pas ralenti? Tu n'étais pas créé une histoire de défaite, mais qu'au contraire, tu as utilisé ça pour double down puis faire en sorte que ça te booste au lieu de t'écraser? Très bonne question. Tu sais quoi? Quand j'ai commencé ma dialyse, les premières semaines, j'étais à l'hôpital. Puis j'étais sur un lit d'hôpital pendant 10 jours. Parce qu'ils devaient me mettre cathéter, s'assurer que le transfert de sang, tout se faisait bien. Avec tout l'argent, Chris, je ne pouvais même pas sortir de l'hôpital. Puis tu sais quoi? J'aurais donné $1 million pour pouvoir aller prendre de l'air dehors. Puis je pouvais juste te sentir mieux. Puis j'étais enfermé pendant 10 jours au CHUM. Super nice hôpital. Et je regardais dehors et je voyais les gens et je ne pouvais pas sortir. Et j'ai réalisé que la santé, c'est super important. Puis depuis ce temps-là, j'ai repris la santé en main. Puis je me suis dit, j'ai 2 options. De rester puis arrêter de faire l'immobilier parce que ça allait changer ma vie. Ou m'ajuster avec ma nouvelle réalité et continuer de travailler. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Je suis encore jeune, je vais continuer. Puis je sais qu'il y a d'autres mondes dans la même situation que moi. Puis ils s'en sortent, ils vivent normalement. Donc j'ai décidé de vivre normalement avec cette maladie-là. C'est l'ajustement, tu as raison. Je ne peux pas partir n'importe où en vacances. Je ne peux pas boire d'alcool. Je ne peux pas faire n'importe quoi parce que mon corps ne peut pas le résister. Mais j'ai décidé de vivre. Tu dirais quoi aux entrepreneurs, à toutes les personnes qui écoutent ce podcast-là, qui vivent une situation, un challenge, un obstacle, une maladie, quelque chose qui pourrait les ralentir, mais s'ils décident de shifter leur mindset, ils peuvent utiliser ça comme boost puis les permettre de passer à un prochain niveau. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je pense que les gens qui traversent des situations difficiles, si on dit on va s'en sortir, mais ça donne un boost parce que moi, grâce à ça, je suis encore plus organisé. Puis depuis ma dialyse, mes chiffres d'affaires ont continué d'augmenter. Je suis encore plus structuré. Donc, j'essaie de trouver des trucs pour me structurer où je prends du temps pour moi. C'est important de prendre du temps pour soi. Donc, là, je suis rendu à 3 adjointes. Avant, j'avais 1 adjointe. Là, je suis rendu à 3. Ça me permet, moi, d'avoir plus de temps pour moi, de prendre soin de ma santé et aussi passer plus de temps avec mes clients sur le terrain. Wow, donc, souvent, les gens ils disent « Comment tu fais pour voir autant de clients? » C'est parce que j'ai des adjointes au bureau qui font beaucoup de suivi administratif. Et moi, je suis le gars sur le terrain à closer le deal. OK, mais on s'entend là. La dialyse, ton surplus de poids, ces chocs que ça t'a apporté, le gouvernement qui t'a couru après. OK, tout ça, t'as pas ralenti. Mais attends là, t'es pas un Superman. Non. OK, t'as des faiblesses comme tout le monde. Quand t'as des downs, c'est quoi le chiffre qui se passe dans ta tête? Comment tu vis puis tu rebondis de tes downs? Parce que t'as des mauvaises nouvelles comme tout le monde, t'as des bad trips comme tout le monde, t'as des choses que ça te met en tabarouette, comme qu'on dit en bon québécois. Je passe par des stress aussi, des fois des stress financiers parce que je dois payer des trucs puis l'argent n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Wow! Même si on fait de l'argent, des fois, j'investis mon argent puis le liquide, on ne l'a pas rapidement. J'ai des stress. Qu'est-ce qui me fait passer, je pense, c'est mes objectifs que je mets à chaque année, au début de l'année, puis les gens que j'aime. J'aurais aimé ça avoir une femme et des enfants, mais là, les gens que j'aime, c'est ma mère, mon père, mon frère, sa femme et mes neveux. Donc, ces gens-là me poussent à continuer parce que tout ce que je fais, en fait, là, c'est pour eux. À la fin, j'ai assez d'argent pour partir au Bangladesh puis vivre pendant 10 ans avec l'argent que j'ai. Mais j'ai envie de leur faire plaisir, j'ai envie de voir. Donc, je pense qu'il faut se mettre des objectifs puis aussi s'entourer des gens qu'on aime. C'est important. Pas des gens qui nous font baisser, des gens qu'on aime. L'investissement immobilier t'intéresse, que ce soit du multilogement, les flips, les chalets locatifs, que ce soit d'embarquer dans des projets d'investissement, dans des projets le fun avec du partenariat, je peux t'aider avec tout ça. Mais pour ce faire, il faut que tu cliques le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse céduler une consultation et que je puisse te guider vers ton plan de match qui va te permettre de grossir ton parc immobilier. Comment tu vois l'argent? L'argent est tabou au Québec, comme tu le sais. L'argent, je pense que c'est un parti important dans ma vie parce que ça me permet de gâter les gens que j'aime. L'argent, je veux en faire parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens. J'ai envie de pouvoir vivre des moments magiques
on peut en vivre sans argent, évidemment, mais avec l'argent, ça aide à faire des voyages, parce qu'il faut payer un billet d'avion, il faut payer des trucs. L'argent aide à beaucoup de situations, c'est pas nécessaire. Si tu me posais la question entre l'argent et une famille, je prendrais une femme, 2 enfants, et je ferais 50 000 par année, puis je serais heureux. Mais actuellement, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de femme, puis je suis rendu à un mindset où dans ma vie, avec l'expérience que j'ai, puis je suis plus vieux aussi. Puis tes challenges que tu as vécu. Les challenges que j'ai vécu, tu sais, l'argent, c'est pas si important que ça. C'est important seulement si tu as envie de l'utiliser de la bonne façon. Mais sinon, c'est d'être en santé, être avec les gens qu'on aime, puis avoir une famille. J'adore. Qu'est-ce que tu as dû sacrifier ou accepter plus vite que les autres dans tes débuts à aujourd'hui? Sacrifier pour performer comme je performe, c'est les sorties, des soirées entre amis, des copines, parce qu'il y a certaines copines que j'avais qui ne comprenaient pas pourquoi je ne pouvais pas sortir le soir ou aller à un événement avec elles. Puis tu sentais que si tu restais dans cette relation-là, ça allait juste te tirer vers le bas. Donc, au début, ils comprenaient, mais ils ne comprennent pas quand un samedi soir, ben je peux pas. Quand tu es dedans, c'est là qu'ils non, ils ne comprennent pas. Donc, beaucoup de sacrifices au niveau amis, événements et copines ou copains. Puis même, tu l'as dit, tu sais, quand tu as parlé de des fois, j'ai pas d'argent, même je sais pas si tu as vu l'émission de Luc Poirier, puis à un moment donné, Isabelle le dit, « Hey, on part chez le notaire dans 2-3 jours, puis Luc m'appelle, hey, puis on vide nos cartes de crédit, on vide nos marges de crédit, parce qu'on n'a même pas l'argent. » Actuellement, là, j'ai payé mes jeunes. J'ai une commission qui rentre vendredi. Mais d'ici à vendredi, on est mardi, là. Je suis à 5 000 dans mon compte de banque. Puis là, des banquiers, des factures qui disent, je vais vous payer vendredi. Vous compris. Question pour toi. Ouais. Tu sais, la vie d'entrepreneur, là, surtout d'un... Comment je pourrais dire? Pas juste la vie d'un entrepreneur, mais la vie de quand tu es PDG, quand tu es le président d'une compagnie, quand tu as des employés en dessous de toi, puis oui, c'est bien beau, tu sais que tu as un chiffre d'affaires qui va rentrer, mais des fois, là, on s'entend qu'il y a plein de propriétaires d'entreprises puis tout ça, que l'argent rentre, tu payes tes employés puis tu n'en as pas pour toi. Comment tu gères ce stress-là, ce niveau-là? Comment tu perçois l'argent? Est-ce que c'est de l'abondance que tu sais que ça va rentrer? Comment tu gères tout ça? Comme actuellement, je te dirais, Chris, actuellement, je suis dans ce stress-là. J'ai, au niveau trésorerie, donc liquidité que j'ai disponible, elle est presque zéro. On est mardi. Vendredi, je sais qu'il y a des commissions qui vont rentrer, mais d'ici à vendredi, là, j'ai très peu à gérer. J'ai pas beaucoup d'argent, hein, puis ça me stresse un peu. Mais au moins, l'essentiel, c'est que les employés ont été payés, les bureaux ont été payés. Il y a certaines factures qui peuvent attendre. Comme actuellement, j'ai des factures d'affichage qui courent après moi en disant « Peux-tu payer ?» Ils veulent être payés rapidement. C'est normal. J'aurais dit « Donnez-moi une semaine, je vais vous payer. » Donc, être entrepreneur, faire de l'argent, c'est pas toujours évident parce que des fois, l'argent n'est pas là. Puis on stresse parce qu'on veut être capable de payer tout le monde. Puis on s'oublie des fois. Puis actuellement, je te dis, Chris, demain, je m'en vais en vacances pour mon anniversaire à Miami. Oui. L'hôtel est payé, l'avion est payé, mais j'y vais avec un minimum d'argent pour manger parce que ça va être sur les cartes de crédit. Puis déjà, les cartes de crédit sont pas mal pleines aussi en plus. Et pour vrai, là, Jamil, là, sincèrement, je suis abasourdi de ta transparence puis de ton authenticité parce que ça prend du courage d'être vrai comme que tu l'es. Puis, parce que la réalité, c'est que dans tous les domaines, que ce soit dans la restauration, que ce soit tu as une compagnie de construction, que ce soit, peu importe le domaine, c'est une réalité qui arrive souvent où est-ce que l'entrepreneur, il y a de l'argent qui rentre, il doit payer son staff, il doit payer ses fournisseurs, puis pour lui, il n'en reste pas beaucoup là, dans certaines périodes. Puis c'est pas une chose qui arrive une seule fois, là. À toutes les années, à certaines périodes, c'est ça. Ça l'arrive là. Je fais assez d'argent, Chris. Ben oui. Je suis bien. Mais il y a des périodes dans l'année, comme actuellement, c'est la période, je dirais, où je suis un peu stressé. J'ai pas beaucoup de liquidité. Puis, s'il faut, je vais en trouver. On est toujours capable de se débrouiller. Je remplirai mes cartes de crédit. Je travaillerai plus. Je travaille encore plus, je te dirais. Parce que j'ai envie de sortir de ce défi-là. Je vais m'en sortir. On s'en sort toujours. S'en sort toujours. Ça fait 8 ans que je fais de l'immobilier. J'ai toujours des pires que ça, puis je vais m'en sortir. Puis au pire, ils courront après moi, puis ils mettent en prison, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? Mais j'adore ça parce que je voulais mettre l'emphase là-dessus que, justement, ça arrive à tout entrepreneur, même quand tu gères bien. C'est parce que c'est des cycles. Tu sais, comme les saisons, l'automne, l'hiver, l'été, le printemps, il y a des saisons où est-ce que c'est là que tu es
une hyper-croissance puis que l'argent coule à flot. Il y a des saisons où est-ce que tu n'as pas d'argent qui rentre, mais c'est le temps de planter des graines. Il y a des saisons où est-ce que tu peux pas collecter comme l'hiver. Tu peux pas récolter justement les graines que tu as collectées. Par contre, au printemps puis à l'été, c'est là que ça boum. Mais c'est des périodes où est-ce que c'est là qu'il faut que justement tu prospectes, tu fasses ton développement, ta relation client, t'entretiennes tes clients puis tu fais du démarchage. C'est très bon point que tu as dit. On plante des graines. Beaucoup de courtiers font l'erreur, ou beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur de partir en décembre et janvier. Devinez où j'étais en décembre et janvier. T'étais où? À Montréal, en train de développer les affaires, préparer les listings, préparer les acheteurs. Et devine quoi? En janvier, ça a été un des meilleurs mois en 8 ans de toute ma carrière. J'ai closé à peu près pour 10 millions en transactions. Wow! Qui est énorme. Qui est énorme. Respect. Tu m'amènes à une question. Oui. Parce que je te vois aller sur les réseaux sociaux, tu côtoies des top producers, tu côtoies de tous les genres, mais on te voit aussi avec des top producers qui font même en plus que toi ou au même niveau que toi. Puis aussi, je vois que tu aides aussi les courtiers qui commencent puis tout ça. Pourquoi, selon toi, pourquoi beaucoup de courtiers stagnent pendant des années alors que d'autres explosent rapidement? Je pense que ceux qui stagnent, c'est parce qu'ils ne prennent pas la chance de partager leurs défis avec d'autres courtiers et leurs trucs, parce que la façon de toujours grandir, c'est d'échanger avec des courtiers, que ce soit des nouveaux courtiers qui t'amènent des nouvelles idées ou des courtiers plus performants que toi en disant « Qu'est-ce que vous faites de bien? » Puis moi, j'ai appris une chose, c'est de prendre le temps avec n'importe quel courtier immobilier, quand il t'appelle, puis prendre un café, tu te dis « Tu sais quoi? Allons échanger, allons voir qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que je fais, comment on peut s'entraider? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Puis moi, quand j'ai commencé l'immobilier, malheureusement, je trouvais que les courtiers performants ne me donnaient pas de temps. Des fois, j'ai appelé des courtiers, je voulais prendre un café, ils me disaient non. Ils ne voulaient pas prendre de café avec moi, il n'y avait pas le temps pour moi. Et devine quoi? Ces courtiers-là, je les ai dépassés. Et là, maintenant, ils m'appellent pour prendre un café. Puis et devine quoi? J'accepte quand même, moi. That's it. Donc, je pense que c'est important de partager ces trucs. Il y a des courtiers que je leur parle actuellement, là, puis ils ne voulaient pas me dire le truc au début. J'ai dit, comment tu fais ton chiffre? Comment tu vas chercher tes clients? Il dit, je peux pas te le dire, c'est mes secrets. Oh my God. J'ai dit, OK, c'est parfait. Moi, depuis toi, je le dis. Comment je le fais. Puis devine quoi? Par la suite, ils sont ouverts à me le dire. Donc, il faut comprendre que pour pas stagner, il faut toujours se réinventer. Puis comment on réinvente? C'est d'échanger avec les nouvelles générations, l'ancienne génération et nous, et prendre qu'est-ce qui est de bon des autres et de l'ajuster à notre façon. That's it. Pour faire ta propre sauce. Ouais. Tu sais, je pense que toi et moi, on a parlé une fois d'une stratégie, comment travailler les acheteurs puis les contrats acheteurs. On en avait parlé rapidement. Exact, oui. Je pense que j'aimerais ça encore échanger avec toi là-dessus, ensemble. Mais tu sais, je t'ai donné mon truc. T'as dit, j'avais pas appris ça. Puis toi, tu m'as donné un ou deux trucs. Et je dis, OK, moi aussi, je vais le faire. Donc, c'est ça qu'on doit faire, je pense. Tu as un esprit ouvert à... T'as pas le l'ego pour dire, je sais tout, je suis arrivé, puis that's it. Non, je veux apprendre encore. That's it. Puis je suis toujours en mode apprentissage. Puis, tu sais, la nouvelle technologie, maintenant, le AI. Je suis en train d'apprendre ça. Je prends des cours, je l'utilise déjà dans mon immobilier. On l'utilise par mes photos, les home staging virtuels. C'est moi qui les fais. Avant, je payais une compagnie. Maintenant, c'est le AI qui le fait avec moi. Et avec moi et mes adjointes, évidemment. Enlever, exemple, sur une photo, on n'aime pas la plante. Je l'enlève par AI. Avant, je payais $50 pour ça. Maintenant, tu sais combien ça me coûte? Combien? 0. Arrête. Tu as juste pris le temps d'apprendre comment. Comment le faire, puis j'ai pris le ChatGPT professionnel. Ça donne beaucoup plus d'options. Ça permet de travailler sur n'importe quoi. OK. Question pour toi. La majorité des courtiers puis des entrepreneurs, puis là, j'ai dit courtier, mais on parle à tout type d'entrepreneurs dans toutes les sphères, dans tous les domaines, dans tous les différents domaines. La majorité des entrepreneurs, courtiers, représentants, conseillers se trompent sur qu'est-ce que ça prend réellement pour faire 1 million par année. C'est quoi exactement? Je pense que le 1 million, qui est l'objectif de pas mal de monde comme entrepreneur, c'est de décortiquer sur un 10 mois. Pas un 12 mois, mais sur un 10 mois. Pourquoi? Parce que ça permet d'atteindre l'objectif un étape à la fois, un pas à la fois. Parce que tout le monde veut faire 1 million, mais veut aller rapidement. Puis quand ils arrivent à la fin de l'année, puis on fait 400 000, ils ont dit, qu'est-ce qui a manqué? Mais parce que dès le premier mois, tu étais en retard dans ton objectif. Donc moi, exemple, moi aussi, je vis toujours chaque année le million. Donc, je me suis décortiqué en 10 mois, de janvier à décembre, sauf que j'enlève le mois de juillet, août, parce que c'est 2 mois où il y a moins de transactions immobilières, comme tu le sais. C'est vrai. Décembre aussi, on pourrait dire, mais décembre, il y a quand même des transactions avant le temps des fêtes, le rush, comme tu connais le rush de l'immobilier.
Donc, je me suis dit, pour faire 1 million, on doit réussir à closer 100 000 par mois. C'est mon objectif. Certains mois, on va faire un peu plus, certains mois un peu moins, mais la moyenne, c'est 100 000 par mois pour atteindre l'objectif d'1 million par année. Après, si en juillet, août, tu fais 20 000, c'est un bonus que tu l'as pour l'automne. C'est vrai. Mais moi, je décortique mon 1 million en 100 000. Ça donne 10 mois. Et j'essaie de pousser. Comme là, tu vois, mois de janvier, j'ai atteint mon objectif. J'ai fait environ 100 000. Là, février, là, c'est l'objectif d'essayer de faire. Est-ce que je vais le faire? C'est difficile. Il y a beaucoup d'événements. Il y a ma fête, il y a le Gala Remax, il y a le Gala Remax à Las Vegas. Tu restes focus. Donc, ça se peut que je ne le fasse pas, mais en mois de mars, je vais essayer de le rattraper. Donc, je fais une étape à la fois. Puis, je sais vers septembre, octobre si j'atteins mon objectif ou pas. Puis, si je dois pousser un peu plus ou je peux continuer le même niveau. J'adore. Puis, tu sais quoi? C'est tellement drôle parce que beaucoup de monde ne le calcule pas comme ça. Le nombre de mois dans l'année, on va le calculer, nos objectifs, des smart objectifs sur 12 mois. Mais la réalité, je t'écoutais parler là, mais la construction ralentit pendant justement, à partir du congé de la construction, là, le mois de juillet où la construction ralentit, il y a plein de restaurants dans cette période-là qui ferment. Les bureaux d'arpenteurs, géomètres, de notaires, ça ferme. Fait que beaucoup d'entreprises, surtout au Québec, là, on va parler au Québec, ça ralentit dans ces 2 mois-là, dans cette période-là de l'année. Les gens l'oublient, puis, tu sais, vous voulez rester. Je pense que ces 2 mois-là, si on peut prendre des vacances, prenez-les, parce que qu'on soit ici ou pas, ça fait 8 ans que j'essaie d'être ici, puis je réalise en juillet, août, je fais peut-être 1 ou 2 transactions. Puis je travaille beaucoup, puis en plus, c'est le fun l'été à Montréal. On adore, c'est le fun. En plus. Mais je réalise qu'on peut prendre ça plus relax, je pense. Tu connais plusieurs, encore une fois, je reviens là-dessus, mais tu connais plusieurs top producers. Ouais. Tania Bernardo, Ismaël, Sarah, Georges Bardagy. Georges Bardagy, Jean-Philippe Loisel, etc. Est-ce que c'est une question de talent ou d'heures travaillées ou de structure? Je pense que c'est un mélange des trois. C'est de talent, c'est aussi de personnalité. Tu sais, dans l'immobilier, là, ou dans n'importe quel business qu'on travaille avec le public, il faut avoir une belle personnalité. Il faut sourire. Il ne faut pas avoir l'air méchant. Il ne faut pas avoir l'air fâché. Il ne faut pas être bête. Non. Puis, tu sais, il faut avoir l'air comme que tu as envie de parler à la personne. Il y a aussi les heures, puis il y a aussi la discipline. En dehors de ces 3 choses-là que tu viens de ces caractéristiques-là que tu viens de mentionner, quelle compétence devient obligatoire à partir de 1 million et plus? D'avoir un peu de caractère, c'est d'être assez tough parce que si on est trop mou, on se laisse marcher sur les pieds. Puis j'ai appris que tu dois prendre le lead dans une transaction. C'est toi tu es là comme conseiller immobilier, oui. Mm-hmm. Ou dans n'importe quel... On est des conseillers, on sert le client. Ce client est roi. Mais le client veut aussi que tu prennes le lead et tu le diriges. Et ça, le caractère, des fois, je remarque des courtiers qu'ils laissent son client prendre le dessus puis il perd le contrôle. Je pense que pour aller à ce niveau d'1 million et plus, c'est que tu dois avoir un bon caractère puis de dire, tu sais quoi, je vais prendre le lead, je vais gérer la transaction et je vais guider mes clients. Parfait. Mais on va ouvrir puis fermer une parenthèse. Ouais. Tu le sais comme moi, dans tous les domaines, encore une fois, dans le courtage, tu as des types de personnalités, puis c'est pas pour être péjoratif, puis c'est pas pour généraliser, mais tu le sais comme moi, des ingénieurs, des comptables, des fiscaux, tu sais, du monde qui sont hyper analytiques. Des fois, ils arrivent là, puis ils savent tout, là, parce qu'ils ont tout calculé, ils ont tout planifié dans leur tête, puis des fois, ça peut créer des flamèches. Comment tu deals avec ce type de personnalité-là? Grâce à la conciergerie, là, je ramène la conciergerie, pendant 13 ans, j'ai eu ce genre de clients-là. Des princes de Dubaï, des présidents, des CEO, des monsieur, madame, tout le monde, des couples, des gays, peu importe. Je devais m'ajuster à chaque personne. Donc, exact. Quand je ramène ça à l'immobilier, je m'adapte à chaque client. Chaque client, je ne parlerai pas pareil. Certains clients vont vouloir qu'on les prenne par la main. Certains clients vont vouloir qu'on les challenge avec des questions. T'en penses quoi de ça? Certains clients, il faut les flatter sur leur ego. Des médecins, des docteurs, donc, il faut s'ajuster, mais il faut quand même leur faire comprendre que c'est toi le professionnel et c'est toi qui vas leader la transaction. Mais il faut le faire d'une façon, puis ça, je pense, avec l'expérience. Un courtier qui commence, la première année, ne va pas faire 1 million. S'il le fait, je vais être le premier à l'encourager. Mais je pense que, comme on prend l'expérience année après année, on est capable de saisir nos clients. Mais je dis le truc que je dis à mes courtiers, prenez le lead, gérez vos transactions. Des fois, ils sont en plat, ils perdent le contrôle. Pourquoi?
Ah, le client ne veut plus acheter. Mais pourquoi? Ah, il n'a pas aimé ça. OK, mais as-tu proposé des solutions? Non, je n'ai pas proposé parce qu'il était fermé. Moi aussi, j'ai vécu ce genre de truc où On l'a tous vécu. J'ai perdu des deals parce que je ne savais pas quoi dire. Maintenant, chaque problème a une solution. Absolument. J'adore ça. Question pour toi. Ouais. Pourquoi le premier 500 000 est souvent plus difficile que le million? Ou est-ce que pour toi, ça a été difficile? Est-ce que c'était l'inverse? Ou... Le premier 500 000 est plus difficile, oui, parce que dans l'immobilier, dans le courtage immobilier de résidentiel seulement, c'est dur d'arriver à autant de transactions les premières années. C'est ça, là. Tu sais, exemple, une transaction, une maison moyenne dans la grande région de Montréal, on parle de 700 000. Mm-hmm. Si on prend une moyenne de 2 c'est 14 000. Pour faire 500 000, on doit faire au moins 40 transactions. 40 transactions, si on revient à notre calcul de 10 mois, c'est 4 à 5 transactions par mois. Quand tu commences, on en fait 1 par mois, 2 par mois des fois. Absolument. Donc, tu sais, monter à 4-5 transactions par mois, c'est l'objectif de tous les courtiers, de dire on fait 4 à 5 transactions par mois. Ça nous donne environ 50 transactions, qui est énorme par année. Puis je pense que j'ai vu les statistiques passer sur l'OASIC. 80% des courtiers en 2025 ont fait à peu près 8 transactions. Wow. Puis tu sais quoi, c'est drôle, mais cette statistique-là n'a pas réellement changé. Parce que même dans mes débuts avec Gabriel Laflamme, on en parlait, mais supposément les courtiers en moyenne, par année, font environ une dizaine de transactions. C'est ça. Fait que tu vois, là, tu reviens en 2025, qu'ils ont fait J'ai vu les statistiques, là, puis ça m'a surpris. 80% des courtiers au Québec font entre 5 à 10 transactions, puis la moyenne est d'environ de 8. C'est fou. C'est insane. Mais revenons sur toi. Ouais. Parce que quand tu l'as dit, ta première année, tu as fait 250, après ça, tu as doublé. À partir de quand déléguer était non négociable pour toi? Il aurait fallu que je délègue à partir de ma deuxième année, donc quand j'ai fait mon premier 500 000. Mm-hmm. Sauf que j'étais une personne où j'avais peur de déléguer. J'avais peur de donner des tâches à faire parce que je voulais tout contrôler. Et j'ai appris avec le temps, puis je le recommande, je vous le suggère. Apprenez à déléguer parce que ça vous sauve beaucoup de temps, puis ça vous permet de faire encore plus de transactions. Quand j'ai commencé à déléguer, Chris, devine quoi? Mon chiffre a doublé. Arrête. J'ai pris une adjointe quand je faisais 500 000. Grâce à elle, ça m'a permis de faire 1 million parce que j'étais plus sur le terrain. Une adjointe à temps plein, là? À temps plein. Il faut un temps plein. Pas temps partiel. J'ai vu beaucoup de courtiers qui prennent temps partiel. Puis qu'est-ce que tu penses des adjointes virtuelles? Ça peut aider au début. Ça peut aider quand tu commences mais si la virtuelle n'est pas disponible la journée que tu as besoin, tu fais quoi? C'est ça l'affaire. Tu dois faire une offre d'achat un vendredi à 5 h, mais la virtuelle, son bureau est fermé parce qu'elle fait de lundi au vendredi jusqu'à 5 h, tu fais quoi? C'est vrai. Donc, moi, je pense que si tu prends une adjointe, tu peux commencer par une virtuelle, puis apprendre, puis prendre du temps pour toi, mais le plus rapidement possible, avoir une adjointe temps plein, puis qui reste au bureau, pas de télétravail, au bureau. Parce que des fois, des bureaux, tu peux ramasser des clés, tu peux avoir des documents déposés, accueillir les clients. Donc, c'est important. OK, parfait. On va passer dans un segment de top producer rapidement, système et mindset. Ouais. Si quelqu'un veut devenir un top producer rapidement, sur quoi devrait-il se concentrer dès les 90 premiers jours, selon toi? Prendre un mentor qui est top gun. Se coller à une personne qui est performante pour prendre un maximum d'expérience. OK. Le copier. Pendant 90 jours, là, tu le suis 7 jours sur 7 à la lettre. Il boit un café, tu bois café. Il appelle le téléphone, tu fais semblant. Il se lève à telle heure, il se couche à telle heure, tu fais la même chose. Tu suis parce que je pense que ça te montre comment vivre comme un top producer, puis ça te met ce mindset-là, je pense. Absolument. Puis c'est même Tony Robbins, puis un de mes coachs qui me le disait back in the day, c'est que success leaves clues. Le succès laisse des traces. Fait que fais juste dupliquer les habitudes de succès de quelqu'un, puis c'est inévitable que tu vas avoir aussi un succès. Ce ne sera pas similaire, puis après ça, comme tu l'as dit tantôt, tu rajoutes ta sauce. Tu rajoutes ta sauce tout le temps, parce que personne n'est pareil comme Jamil, puis moi, je ne suis pas pareil comme Chris. Exact. Mais on risque de faire des trucs similaires à notre façon. C'est quoi la différence d'un courtier occupé et un courtier productif, selon toi? Occupé, il est mal structuré. Productif, il est très bien structuré. C'est ça la différence. Occupé va dire qu'il est passé par les événements, il a plein de dossiers, il y a des appels, il court partout. Productif, tout est structuré, ça rentre, ça close, c'est bon. That's it. Dans l'ère d'aujourd'hui, en 2026, on s'entend que les réseaux sociaux prennent beaucoup de place. Ouais.
Est-ce que le branding personnel est un levier ou un piège qui est mal utilisé? Il faut apprendre à le maîtriser, mais c'est un bon levier. Moi, je suis l'exemple parfait où j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, comme tu me connais. J'ai des clients qui viennent des réseaux sociaux. J'ai des très bons clients qui sont devenus des amis grâce aux réseaux sociaux. Donc, si on l'utilise de la bonne façon, au début, je l'utilisais mal. J'ai appris. Encore une fois, je n'avais pas de mentor. Je fais beaucoup d'essais-erreurs. Je mettais trop de choses flamboyantes au début. OK. Donc, puis là, les gens parlaient, puis je n'avais pas ce succès-là. Donc, il faut apprendre à contrôler. Il faut apprendre à l'utiliser de la bonne façon. Pas trop en mettre assez, mais aussi montrer aussi qu'on travaille. Puis au début, je montrais les grosses voitures, les gros restaurants, les champagnes. C'était pas bon. Pourquoi tu dis que c'était pas bon? Parce que les gens pensaient que j'étais un gars qui faisait 10 millions, 30 millions par année. Mais c'était pas ça. OK. Puis est-ce que ça te générait de la business, Non, pas du des tout. leads? J'ai zéro lead. Puis c'est quoi le shift que tu as fait, que tu as vu là? OK, là, J'ai regardé des gens, puis j'ai parlé à des gens qui faisaient le branding, qui faisaient les réseaux sociaux. Puis ils m'ont dit, tu sais, Jamil, qu'est-ce qu'on veut voir sur les réseaux? C'est qui est Jamil? Parle-moi de Jamil. Et quand j'ai commencé à parler de moi, de mon expérience de vie, qu'on voit travailler, puis un peu de luxe aussi, parce que j'aime le luxe. Donc, c'est Jamil. Ça a rapporté plus de gens. Je comprends. C'est pas tout le monde qui aime ça. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mais si tu arrives à plaire à ton audience et à ta type de clientèle que tu veux, ça marche. Comme moi, si j'étais en région, en dehors de Montréal, je ne mettrais pas mes grosses voitures, mes montres. Parce que c'est pas la clientèle pour. Pourquoi la constance bat le talent en courtage immobilier, mais dans tous les domaines? Dans n'importe quel, même au soccer. Même au soccer. J'avais des joueurs de soccer qui étaient super talentueux, plus talentueux que moi, mais des fois, ils rataient des entraînements parce qu'ils n'étaient pas constants. C'est devenu qui est devenu pro, moi et eux. Donc, comme dans l'immobilier, la répétition, la constance amène le succès parce que les clients veulent être sûrs que tu es toujours présent. Tu peux être le meilleur négociateur, mais si tu appelles et tu ne réponds pas parce que tu es occupé ou tu as une journée, tu as pris off, tandis que l'autre est un peu moins bon négociateur, mais il fait le suivi avec les clients. Il est toujours présent. Il est toujours présent. Les clients veulent ça. Je comprends. Quelle erreur ralentit le plus les courtiers ambitieux, selon toi? De vouloir aller trop vite. Je pense que l'erreur, c'est qu'on veut tous faire des millions rapidement. Ça va arriver, mais prenez votre temps. Prenez votre temps, prenez des étapes à la fois. Même moi, mon premier million, je pense que j'ai commencé à le faire à ma 4e année, à ma 4e année. Puis je voulais le faire à ma première année, puis ça ne marchait pas là. Ah ouais? Wow. Question pour toi. Si quelqu'un n'est pas prêt à faire quoi que ce soit là, si un courtier ou quelqu'un n'est pas prêt à faire X, est-ce qu'il devrait accepter... Qu'est-ce qu'il devrait accepter justement pour qu'il puisse passer à un autre niveau? Parce que souvent, tu sais comme moi, il y a des personnalités qui sont comme « Ah non, justement. Ah non, mais moi, je connais rien sur les réseaux sociaux, je ne vais pas faire les réseaux sociaux. Ah ben non, moi, je ne veux pas aller faire du porte-à-porte. Ah ben non, moi, je ne vais pas faire des appels du proprio, appeler les gens qui vendent par eux-mêmes. » Qu'est-ce que tu dirais que ces gens-là qui ne sont pas prêts à faire X, mais qui devraient faire un switch dans leur tête pour qu'ils puissent passer à un autre niveau? Dans l'immobilier, j'ai remarqué, c'est l'orgueil. C'est l'ego. L'ego des courtiers qui pensent avoir plus que les autres. Il faut mettre l'ego de côté. Même moi, des fois, il y a des moments où je réalise comme, OK, jamais calme-toi. L'ego, il faut le laisser de côté, puis ouvrir à accepter de dire, celle-là, je suis pas bon, comment je peux l'améliorer? Comme actuellement, moi, j'ai jamais fait de cold call, les AVPP, les Dupro. Pour vrai? Jamais fait ça de ma vie. On m'a pas formé. Même si j'ai du succès, devine quoi? J'ai appelé Geneviève Langevin. Elle donne des formations sur les AVPP parce que c'est une des top chez les AVPP. Elle fait beaucoup d'appels. Mais je m'en vais faire sa formation pour apprendre d'elle. Pourtant, je suis très bien, Chris. Mais j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de rajouter cette flèche-là, cette corde-là à mon arc. Boum, j'adore. Faisons un petit blitz rapide. Okay. Tu es d'accord avec moi? Oui. Let's go. Le marché est trop difficile. Est-ce que c'est une excuse ou c'est une réalité? Excuse. Il faut connaître du monde. Vrai ou faux? Vrai. Je vais y aller graduellement. À partir de quand ça devient de l'auto-sabotage? Si ça fait 3 ans, tu vas avoir graduellement. C'est trop longtemps. Le succès vient avec le temps ou avec l'intensité, selon toi? Je pense avec l'intensité. Les deux. Je dirais les deux parce que moi, le succès est venu
Je dirais maintenant, dans les 2 dernières années, donc 5 ans que je travaillais. Donc, on va dire le temps. Avec l'intensité, parce que je mets beaucoup d'intensité. Un mix des deux? Un mix des deux. That's it. Tout le monde peut faire 1 million par an. Es-tu d'accord? Pourquoi? Non, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. C'est pas tout le monde que le corps réagit pareil. C'est beaucoup de stress pour faire 1 million. Puis t'as pas besoin de faire 1 million. Pour être heureux dans la vie, là, il y a des gens, là, 200 000, moins de dépenses que moi, puis sont les gens plus heureux que moi. Donc, c'est pas nécessaire de faire 1 million. On va aller d'un côté un petit peu plus spirituel, Ouais. mindset, si je peux dire ça comme ça. Mais comment toi, tu vois l'abondance? Parce que je te vois aller, t'es pas... Oui, tu as un objectif, comment je pourrais dire, tu l'as mentionné à quelques reprises, tu es compétitif, mais je trouve que tu as un mindset d'abondance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je me suis... à l'hôtellerie, j'ai connu le luxe à l'hôtel parce que les clients que je servais... Mais est-ce que tu le vivais toi-même? Est-ce Non. que tu étais dedans? Est-ce que tu as baigné dedans? J'ai baigné un peu indirectement parce qu'en tant que concierge, on était invité dans les restaurants OK. pour les essayer, pour en parler aux clients. Donc, les restaurateurs nous invitaient, on goûtait tout le menu gratuitement. On laissait pour boire, oui. Mais tu sais, on vivait la vie de riche et célèbre sans un sou. Je comprends. J'ai aimé ça. J'ai servi les clients, puis je me suis dit un jour, j'ai envie de vivre cette vie-là où je paye moi-même mes choses, sans être invité. Donc, l'abondance, j'ai connu ça à l'hôtellerie. Puis, je dirais, je l'aime, puis c'est ma personne à moi. Puis, j'ai continué de travailler pour ça. Nice. Mais c'est le fun de voir ton ouverture puis ton côté humain, ton côté accessible aussi, parce que, tu sais, j'ai sollicité quelques personnes, on en parlait off-cam tantôt, puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu de réponse. Toi, je t'ai texté, je t'ai envoyé un DM sur Instagram, tu m'as répondu tout de suite, même plus que ça, tu m'as tout de suite appelé. Ouais. C'est fou, puis c'est drôle parce que au lieu d'être fermé puis de te penser au top, au-dessus de tout le monde, je trouve que tu as cette ouverture-là qui fait en sorte que tu as un flot d'abondance qui vient, qui passe à travers toi parce que justement, regarde ton niveau de succès puis regarde ton ouverture avec les gens puis avec C'est tes important proches. parce que j'ai vécu comme toi où j'ai demandé de l'aide et d'apprendre au début. Puis on m'a refusé, on m'a fermé ces portes-là. Puis je me suis dit jamais je le ferai moi. Et chaque fois qu'on m'envoie un message, que ce soit un courtier qui veut apprendre, qui commence dans le métier, viens prendre un café, viens me voir au bureau, puis j'appelle. Moi, je suis un peu à l'ancienne, comme je suis un peu plus vieux. J'aime ça parler au téléphone. Les textos, je suis moins. Je le fais, j'ai pas le choix. Mais je suis plus à l'ancienne. Je t'ai appelé tout de suite, tu te rappelles? Ben On oui. se connaissait pas, puis j'ai commencé à te parler, puis on a jasé, je pense, 10-15 minutes. Tu devais partir à un souper avec tes enfants, puis on s'est laissé, mais je t'ai appelé tout de suite. Donc, il faut être disponible, puis il faut donner du temps. J'adore. Puis ça démontre... Ben, tu sais, t'es ouvert à toutes les opportunités qui se passent devant toi, dans le fond. On sait jamais sur qui on va tomber. L'habit ne fait pas le moine. Puis mon meilleur client, une anecdote, tu me permets. Une fois, on m'a référé un client. Il m'a dit, va acheter au centre-ville, mais il ne m'a pas dit plus que ça. Je m'en vais le rencontrer à un café un samedi matin. Je le vois, short, sac à dos, mal habillé. Je dis, ah, putain, lui, il va acheter un condo à une chambre, 400 000. Puis j'étais occupé dans le temps. Puis je dis, OK, whatever. Je me serre la main. Je dis, bonjour, comment ça va bien, toi? Il dit, oui, on m'a référé à toi. Il m'a dit, tu t'occupes bien des clients. J'aimerais acheter un condo. Je dis, parfait. Est-ce que vous avez regardé un peu sur le système? Je dis, oui, on a regardé dans le système. J'aimerais ça acheter pour moi et ma famille. Je dis, OK. Combien de chambres? Minimum 3 chambres. Je dis, OK. Minimum 2 salles de bain. OK. Puis, idéalement, 2000 pieds carrés. Je dis, OK, mais est-ce que vous avez vu ce genre de prix-là au centre-ville? Tu connais, Chris? C'est entre 1 million et 2 millions. Il dit, oui, c'est à peu près 1,5 million. Donc, je l'avais jugé en rentrant avec son T-shirt et son sac à dos. Puis, il m'a acheté un penthouse à 1,7 million. Boom! 3 semaines plus tard. Wow! Puis, depuis ça, là, je le faisais déjà, pas juger les gens, mais encore moins juger les gens. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. J'adore. Quelle vérité sur le courtage dérange le plus, mais sépare les top producers des autres, selon toi? Je dirais, c'est comment avoir des leads, comment avoir des clients, la clientèle. Ça dérange. Entre les top producteurs et les nouveaux qui commencent, comment c'est les clients, où tu vas les chercher, comment tu vas les chercher, je pense. OK. Qu'est-ce que tu observes chez ceux qui plafonnent année après année? J'observe une manque de structure, une manque aussi d'ambition. Certaines personnes que je parle, qui ça fait plusieurs années, qui font à peu près le même argent, ils sont pas
mis au goût du jour, comme on dit. Ils ne veulent pas suivre la nouvelle technologie, les nouvelles tendances. Quand tu les vois, toi aussi, on parle à certains courtiers qui ont plus de 20 ans d'expérience. Ils font 200 000 par année, ils sont contents. Mais ils pourraient faire plus. Ils veulent faire plus, mais ils ne savent pas comment. C'est parce qu'ils ne veulent pas apprendre les nouvelles tendances. Absolument. Ils ne veulent pas se mettre à jour. Ils n'ont pas cette ouverture d'esprit, comme qu'on disait tantôt. Ouais. Même si ce n'est pas quelque chose que tu faisais, ce n'était pas une corde que tu avais à ton arc, mais d'avoir l'ouverture de dire non, tu sais quoi, laisse-moi aller apprendre, laisse-moi rajouter ça pour pouvoir passer à un autre niveau. Puis tu le sais vraiment, tu sais, les courtiers plus anciens, je parle, tu sais, Instagram pour eux, c'est difficile. Facebook, c'est difficile. TikTok, c'est difficile pour eux. La signature électronique aussi, ils ne sont pas habitués. Hey boy. Tu sais, ça a changé beaucoup de choses. Pourtant, nous, les jeunes, ça va vite, c'est rapide. Puis je pense qu'il va y avoir des nouveaux changements, puis il faut s'ajuster. Absolument. Si tu devais résumer ton succès en une responsabilité non négociable, ça serait laquelle? Responsabilité, ma famille. C'est non négociable. Le succès, je le fais pour ma famille. Puis, je ferai tout pour la famille. Je comprends. Moi, c'est vraiment la famille, Chris, c'est la numéro 1. C'est santé et famille. Mes 2 priorités dans ma vie. Un courtier qui rêve du million, de faire 1 million, mais qui hésite encore, tu lui dirais quoi sans filtre? Appelle-moi. Appelle-moi, je vais donner mes trucs. Parce que ça fait quand même quelques années que je fais plus de millions. Pourtant, je suis solo, je suis seul. OK. Donc, je donnerai mes trucs pour qu'il le fasse. Il y a un qu'à me copier, puis il va le faire. Parfait. Puis, si on t'enlève le marché, la notoriété, les leads, OK? Qu'est-ce qui ferait quand même de toi un top producer? Mon acharnement de travail, ma discipline, je ne lâcherai pas. Je recommencerai à zéro, je ferai la même chose. Je recommencerai petit à petit, puis je recommencerai 7 jours sur 7 à travailler, pas de vacances, pas de restaurant, pas de party. Work hard, play hard. Work, work, work. Work, 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 and work, work, work. That's it. Puis la dernière question qui tue, OK? Quelle est la chose que tu voudrais que les gens retiennent de ce podcast-là? Puis prends ton temps pour y penser, parce que je veux vraiment que, tu sais, ce serait quoi le wrap-up, là, la boucle qu'on pourrait mettre à ce podcast-là que tu voudrais que les gens retiennent? Qui retiennent que derrière le succès qu'on a, il y a une personne vraie. Il y a une personne qui parle des épreuves. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'étais ouvert avec toi. J'ai beaucoup de succès. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Mais derrière ça, il y a une personne vraie, Jamil, avec les hauts et les bas, le stress financier, le stress de santé, puis qui est proche de sa famille et de sa santé. Puis tu sais quoi, qu'est-ce qui est drôle, hein? C'est parce que souvent, souvent on va se mettre en tête que si j'atteins tel objectif, j'aurai plus de problème. Ouais. Mais quand je vais avoir trouvé ma femme de ma vie ou le conjoint de ma vie, là, tout va être résolu. Quand je vais avoir le body parfait, là, j'aurais pu. Mais là, qu'est-ce que j'entends de qu'est-ce que tu me dis? Puis c'est ça que que j'avais constaté, ça fait un certain moment, mais je le dis pour les gens qui nous écoutent, c'est que la réalité, là, peu importe le niveau, le nouveau palier qu'on va atteindre, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des problèmes qu'on va devoir apporter des solutions, là. Toujours, t'as raison là-dessus. Parce que au niveau que t'es, tu vois, tu l'as dit, financier, santé, crime, on est des êtres humains. Ce sera toujours ça, il y aura toujours ces challenges-là, là. Puis, tu sais, un autre exemple, je peux te donner rapidement. Plus tu fais de l'argent, plus il y a des problèmes qui viennent avec. Parce que, humainement, c'est humain, on achète une montre, on en veut le plus cher encore. On veut plus chère voiture, plus grosse maison. Plus on fait de l'argent, plus on veut des affaires. Puis qui viennent avec des responsabilités. Ça vient avec des responsabilités, ça vient avec des stress. Puis il faut être prêt. Ça vient avec des charges. Ça vient avec des charges, il faut être prêt à ça. Puis les gens ne le réalisent pas. On veut tous des millions. Mais quand tu arrives au million, mais tu dépenses comme 1 million. Tu dépenses comme 2 millions, mais tu fais 1 million. Donc, tu as un problème. Mais quand tu dépenses pour 40 000, mais tu fais 20 000, tu arrives à gérer, tu te dis qu'on va le faire vite. Mais quand tu arrives dans des gros chiffres, moi, j'ai vécu ces problèmes-là. Les premières années, je faisais, exemple, 250 000, mais je dépensais 500 000. Un petit problème, là. Absolument. Donc, oui, on va faire l'argent, mais les stress viennent avec. Dernière question.
où tu te vois d'ici 5 à 10 ans? Parce que là, tu as quand même 40 ans. Ouais. On s'entend, moi, j'ai 43. On est dans la même génération. Ouais. On s'entend que dans 10 ans, on n'aura pas la même énergie. Il y a des choses qu'on aime faire aujourd'hui, qu'on a l'énergie pour faire, mais on sait que d'ici une dizaine d'années, ça nous tentera moins. On va être rendu ailleurs. Toi, où est-ce que tu te vois d'ici Professionnellement ou... Professionnellement. OK, professionnellement, Est-ce que tu vois propriétaire d'agence, devenir investisseur immobilier, développeur, avec les contacts, le réseau, tes skills? Où est-ce que tu te vois d'ici 5 à 10 ans? courtier commercial très performant, une structure dans l'immobilier où mes clients rentrent dans mon système, puis tout est pris en charge par mes adjointes. Puis c'est sûr que je vais avoir des courtiers collaborateurs qui vont m'aider parce que je réalise que je peux aussi former et aider des courtiers qui peuvent m'aider à travailler. Donc, dans 5 ans, la structure est une meilleure structure et dans 10 ans, un des meilleurs courtiers commerciaux au Québec et au Canada. Puis tu te vois toujours au Québec? Tu te vois même pas aller, mettons, Dubaï, aux States, quelque chose? J'adore Montréal. That's it. Même si j'aime ça voyager à Dubaï, Miami, New York, Montréal, c'est ma ville. Malgré le froid intense puis les taxes qu'on paye. À Montréal, j'adore ma poutine, j'adore ma tourtière, mon pâté chinois. Je veux rester à Montréal. Et Jamil, un gros merci. Puis tu sais quoi, avec tes futurs projets, les prochains niveaux que tu vas atteindre, on va se faire un part 2, c'est sûr. Merci beaucoup. Un gros merci pour ton temps. Merci. Boom. Si vous avez aimé ce genre de vidéo-là, allez dans le bas de cette vidéo-là, écrivez #millionnaire. Oui, écrivez #millionnaire. Tout simplement, si vous désirez être le premier millionnaire de votre famille, si vous êtes le premier millionnaire de votre famille, si vous croyez en vous pouvoir faire des millions dans votre carrière, si vous croyez en vous que si vous vous lancez en business, peu importe le type de business que vous allez faire plus d'1 million de dollars, si vous croyez en vous que vous êtes capable de faire des millions, garder des millions, que même si vous perdez des millions, que vous allez pouvoir refaire des millions, écrivez dans les commentaires #millionnaire pour que moi, Jamil, sache que vous avez aimé ce type de vidéo. Et pendant que vous y êtes, partagez cette vidéo-là et aussi écrasez le bouton j'aime. Et pour tous ceux que c'est déjà fait, je l'apprécie. Pour tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, pour tous ceux qui sont inspirés et motivés par ce genre de vidéos, par les personnes, les différentes personnalités, les différents backgrounds, les différents domaines, les différentes sphères où est-ce que je vous démontre, preuve à l'appui, des personnes qui cartonnent, qui exécutent et qui ont des succès phénoménaux. Si vous aimez ce genre de vidéos-là, la meilleure façon de me remercier, c'est en vous abonnant. Vous voyez ma passion, vous voyez comment je prends ça à cœur. Alors la meilleure façon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi qui va faire la différence, c'est vous abonner. Dès maintenant, inscrivez-vous, je m'abonne à Better Call Chris et j'ai des petites annonces pour vous. Vous avez été inspiré et motivé par l'histoire de mon invité. Sachez que le tout est autant possible pour vous. Car cette personne-là, elle a eu son jour 1, comme vous avez pu voir. Elle a eu des embûches, elle a eu des obstacles et la ténacité, la rigueur, la constance l'a amené à ce niveau de performance-là. Mais vous savez quoi? Si, peu importe votre situation, peu importe où est-ce que vous êtes en train de stagner, que vous débutez, que vous êtes en mode hyper croissance, que vous cherchez du partenariat, que vous êtes à votre première acquisition ou que vous êtes rendu à basculer du côté commercial dans du 6 logements, que vous êtes rendu même à chercher des 22 logements et plus, sachez que je suis la personne, la référence pour vous aider avec tout ça. Depuis 2010 que je suis dans le domaine de l'immobilier où est-ce que j'accompagne les familles à s'enrichir à travers le véhicule de l'investissement immobilier. Donc, si vous êtes tanné d'être un spectateur et vous voulez devenir un top investisseur, cliquez le lien dans le bas de cette vidéo-là pour qu'on puisse tout simplement avoir une conversation, s'asseoir ensemble et voir comment je peux vous aider à passer au prochain niveau. On se voit dans le prochain appel ensemble.